OK, les gens arrivent. Et je crois qu'on est live sur Facebook. Confirmé. Parfait, Caro, vas-y. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde de se joindre à nous en grand nombre. On avait jusqu'à 800 inscriptions, en plus des personnes qui sont là en ce moment avec nous sur Facebook Live, pour envoyer un gros message aux dirigeants de tous les niveaux de gouvernement. Notre message est assez clair. On veut une relance juste après le COVID-19. Oui, bonjour. Écoutez, je me présente, Patrick Rondeau, je suis conseiller syndical à la FTQ. Les gens arrivent là en ce moment, comme Caroline vient de vous le mentionner. Donc, on les laisse s'installer et arriver, puis après ça, on va commencer sous peu. Oui, je réalise que j'ai oublié de me présenter. Caroline Brouillette, je suis analyste en changement climatique chez Équiterre. Alors, vous devriez maintenant voir un petit sondage apparaître sur notre écran. Donc, vous êtes de quelle région? On veut savoir d'où viennent les gens qui se joignent à nous aujourd'hui. Donc, vous pouvez cliquer sur la région d'où vous êtes et puis cliquer Soumettre ensuite. On va vous laisser un peu de temps pour répondre à ce sondage. Encore quelques secondes pour les deux dernières personnes qui veulent y répondre. Donc, on a les résultats. Est-ce que je ne sais pas si vous voyez tous les résultats à ce moment-ci? Mais essentiellement, écoutez, on a près de la moitié des gens qui viennent de la région de Montréal. Par la suite, ben, écoutez, on en a, c'est beaucoup autour de Montréal aussi où il y a des gens, mais on a des gens de presque partout, à part peut-être l'Est du Québec, on n'en a pas, et on a 1% de l'extérieur du Canada. Donc, à ne pas confondre avec l'autre 1% dont on fait souvent mention. Écoutez, pour le restant, moi et Caroline allons vous présenter là, comment le webinaire va fonctionner, mais quand on va arriver avec les interventions, avec les personnes élues qui ont accepté de participer, on a deux personnes qui feront l'animation, soit Xina Cohen et Balarama Holness, que je vais inviter eux-mêmes à se présenter. Donc, Xina, si tu veux te présenter.
Merci beaucoup, Patrick. Bonjour tout le monde. Mon nom est Zina Cowan et je suis Kanien'kehá:ka et écossaise du côté de ma mère et irlandaise du côté de mon père. Je viens de Montréal originalement, mais maintenant je vis dans une toute petite communauté de la nation Dene qui s'appelle Dilo et c'est juste à côté de Yellowknife au territoire nord-ouest. Alors ici, dans mon coin, c'est éclairé du soleil à peu près 24 heures sur 7. C'est vraiment beau. Et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je suis le responsable des communautés pour un organisme qui s'appelle Entrepreneurs et on soutient les entrepreneurs autochtones dans les 3 territoires du nord du Canada. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Balaram Moronis, je suis montréalais. J'ai fondé un organisme qui s'appelle Montréal en Action et on a collecté 22 000 signatures pour forcer la ville de Montréal à avoir une consultation publique sur le racisme systémique. Donc ça, les recommandations ont sorti le 15 juin passé. Et puis en termes de formation, si on veut, de carrière, je suis en ce moment à l'Université de McGill, je complète mon bac en droit et je suis enseignant avec une maîtrise en éducation. Nous remarquons que des gens se joignent à nous de partout, mais nous voulons d'abord reconnaître les territoires autochtones d'où nous vous parlons et pourquoi vous proposez à toutes et tous de faire la même chose. Alors, s'il y a des gens sur ce webinaire qui savent sur quel territoire ils sont, je vous invite à ouvrir votre micro et tu peux le partager avec le groupe. Tu peux également le mettre dans le chat. Si vous n'êtes pas sûr du territoire sur lequel vous vivez, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur native-land.ca et là, vous pouvez choisir l'option français et vous pourrez en apprendre davantage sur le territoire sur lequel vous vivez et sur les traités qui pourraient y exister. J'en profite aussi, étant donné que plusieurs personnes de l'équipe d'animation, donc Patrick, moi, Balarama et Eddie, sont à Montréal, de reconnaître que c'est un territoire qui traditionnellement s'appelle Tiohtià:ke, un territoire de la nation Kanien'kehá:ka, non cédé, sur lequel on se situe aujourd'hui. Alors, l'événement d'aujourd'hui, excusez, je vais me présenter d'abord. Mon nom, c'est Eddie Perez et je suis le responsable des politiques internationales du Réseau Action Climat. L'événement d'aujourd'hui, en fait, est organisé par un important nombre d'organisations du Québec et du Canada, l'Association québécoise des organismes et des coopérations internationales, le Chantier de l'économie sociale, Équiterre, la Fondation David Suzuki, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, Greenpeace, Oxfam Québec, La Planète s'invite en santé, Réalité climatique Canada et le Réseau Action Climat. En fait, nous faisons partie d'un mouvement plus large de plus de 485 groupes à travers le Canada qui appellent à une relance juste. Ce mouvement est composé de leaders autochtones, des groupes environnementaux, des organisations communautaires, des organisations de coopération internationale, des syndicats, des groupes citoyens, des mamans, des papas, des jeunes, des personnes d'un peu partout, de toutes les communautés du Canada qui souhaitent en fait qu'on parle de relance juste. Il s'agit d'un mouvement inclusif. Et pourquoi? Parce que les impacts de la COVID-19 sont dévastateurs, parce que ces impacts nous montrent à quel point les systèmes ne sont pas assez forts pour répondre à de futures crises comme celle, par exemple, associée à la crise climatique, mais parce qu'on cherche aussi des réponses qui sont intersectionnelles, qui répondent à la fois aux injustices économiques et sociales, aux injustices raciales et aux injustices climatiques et environnementales. Nous travaillons collectivement afin de partager une vision d'une relance post-COVID qui priorise les personnes plutôt que les entreprises, qui contribue à créer une économie au service des gens et de la santé, qui est plus égalitaire et qui ne discrimine personne.
une relance qui crée des emplois et qui est au service des gens et de la santé et qui nous aide à construire une économie beaucoup plus durable en respectant les limites de la Terre et les droits autochtones. Donc, la pandémie nous a tous affectés, tous et toutes, ici même, mais pas de la même façon. C'est une pandémie qui a chamboulé toutes nos façons de faire. Donc, alors qu'on prépare la reprise, on a vraiment une occasion ici de revoir nos façons de faire et de construire un Canada qui est plus juste, plus durable, plus équitable et qui fonctionne pour tout le monde, pas seulement pour une minorité de personnes. Donc, on est ici aujourd'hui pour dire à nos leaders politiques, incluant ceux qui se sont joints à nous, que pour sortir de la crise et pour mieux reconstruire, on a besoin d'une relance juste. On a besoin que chaque politique et chaque décision prise dans les mois à venir nous permette de devenir mieux équipés pour lutter contre les inégalités, pour prendre soin les uns des autres et pour prendre soin de la planète. Écoutez, maintenant, peut-être l'aspect un petit peu plus technique. Et juste, j'ai vu dans la boîte de conversation, là, effectivement, la SEV aussi organise tout ça avec nous. Donc, on avait oublié de les mentionner, mais on ne les oublie pas dans notre cœur. Écoutez, technique, hein, on est en Zoom Meet depuis plusieurs mois. Donc, simplement vous dire qu'effectivement, parce que j'ai vu aussi un commentaire, que vos micros et caméras sont coupés. Non pas qu'on ne veut pas vous entendre ou voir vos jolis minois, mais simplement parce qu'on est très nombreux et ça risque de ralentir l'événement de façon importante. Donc, c'est la raison. Vous avez deux façons de vous exprimer tout au long de cette rencontre-là. Premièrement, vous exprimez par la boîte conversée que vous avez dans le bas de votre écran. Vous pouvez balayer pour le faire apparaître si ça n'apparaît pas. Donc, ça, c'est de cette façon-là que vous pouvez vous exprimer. Sinon, on vous indique qu'aucun geste d'harcèlement ne sera toléré. On veut un échange inclusif et respectueux. Donc, on n'hésitera pas à expulser des gens si jamais on voit du harcèlement ou un ton agressif. Et pour vous dire aussi que si vous avez des questions pour les personnes qui prennent la parole spécifiquement, bien, on vous invite à utiliser le bouton questions et réponses. Donc, pour récapituler de façon très générale, si vous voulez intervenir auprès des autres, vous utilisez converser. Donc, tout le monde voit vos interventions. Mais si vous avez des questions spécifiques aux gens qui prennent la parole, bon, on vous invite à utiliser le Q&R. Donc, à ce moment-là, on reçoit directement vos commentaires et questions. Donc, écoutez, aujourd'hui, on va discuter avec des élus de différents partis fédéraux. On va vous les présenter un petit peu plus tard tantôt. Si vous voulez leur poser des questions directement, vous allez avoir l'occasion de le faire plus tard dans la journée. On vous invite à utiliser le bouton Q et R. On ne pourra possiblement pas répondre à toutes vos questions, naturellement, vu le temps et le nombre de personnes que vous êtes. Mais ce qu'on s'engage à faire, c'est de noter, en fait, d'enregistrer l'ensemble de vos questions et on va les acheminer aux partis politiques en demandant des réponses. Et à ce moment-là, on pourra réorganiser un autre événement dans quelques semaines pour pouvoir faire le suivi avec vous. Si vous êtes actif sur les médias sociaux aujourd'hui, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag #RelanceJuste. Et puis, on précise aussi là, que le rassemblement d'aujourd'hui se déroule en français, mais il va y avoir une édition anglaise demain. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra vous faire parvenir les infos. Et donc, je vous laisse maintenant en compagnie de nos deux incroyables animateurs, Xina et Balarama. Donc, c'est maintenant le temps de plonger dans les principes d'une relance juste. Nous aurons par la suite l'occasion de donner la parole aux élus des partis fédéraux pour qu'ils puissent nous présenter leur vision. Pour le parti au pouvoir, dans ce cas-là, le Parti libéral, nous voulons savoir comment compte-t-il gouverner dans l'ère post-COVID. Et pour les partis à l'opposition, comment peut-il vraiment mettre en œuvre ces principes d'une façon vraiment concrète? Et on veut vous entendre vraiment sur le concret. La crise des inégalités, le racisme systémique et les changements climatiques existaient bien avant le COVID-19. On le sait tous. C'est juste la pandémie a fait en sorte que ça a amplifié tous les enjeux, que ce soit pauvreté, la santé, etc. Nous remarquons que les gouvernements démarrent tranquillement l'économie. Le premier ministre Justin Trudeau a d'ailleurs confirmé qu'un premier portrait économique serait dévoilé dans les 2 semaines qui suivent. C'est spécifiquement le 8 juillet.
Merci Balarama. C'est vraiment un moment unique pour reconstruire les bases des systèmes qui sont au service de tous et toutes. Cette relance de l'économie ne peut juste pas être au service des gens les plus fortunés. Nous avons remarqué que certains politiciens et lobbyistes réclament des mesures budgétaires qui favorisent l'intérêt de certains groupes et pas l'intérêt public. Ces groupes souhaitent plus de déréglementation des politiques de protection environnementale, ce qui aggraverait la crise climatique. Ils souhaitent aussi remplir les coffres des grandes entreprises qui feront passer le profit avant les gens. Ils ne se soucient pas des plus vulnérables de notre société. Nous ne pouvons pas laisser ça se produire. Nous devons être plus forts, plus organisés et plus visibles que les gros joueurs qui veulent maintenir le statu quo. Nous ne voulons pas de retour en arrière. Excellent. Excellent. Donc, aujourd'hui, nous avons les députés du Bloc, du Parti libéral, du NDP, du Parti vert. Je tiens à remercier chaleureusement les députés qui sont parmi nous aujourd'hui pour en discuter. Nous avons Rachel Bendayan du Parti libéral. Merci beaucoup, Rachel. Nous avons aussi Alexandre Boultris du Parti du NDP et Monique Posé du Bloc québécois, ainsi que Daniel Green du Parti vert du Canada. Avant d'entendre les députés, je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions à l'aide du bouton Q&A. Et maintenant, est-ce que on peut maintenant présenter les trois phases, c'est ça? Est-ce que vous m'entendez? Alors, what happened to me? Oui, Balarama, exactement. Okay. Oui, tout à fait. Donc, on y va avec les trois premiers principes. Oui, exactement. Excusez-moi, mon Wi-Fi, il est un peu... Donc, en premier lieu, le premier principe me touche beaucoup parce que je me suis lancé pour la mairie de Montréal-Nord et ce fut l'épicentre du COVID-19. Et puis, pour moi, ça m'a fait beaucoup de peine de voir que la santé n'a pas été prise comme une priorité dans le passé. Donc, le premier principe, c'est donner la priorité à la santé et du bien-être de la population sans exception. En ce moment, à Montréal, on a une divergence entre l'espérance de vie. Si tu es une personne racisée à Montréal, il y a une différence de 11 ans d'espérance de vie. Et ça, c'est inacceptable ici à Montréal. On veut que les partis politiques se positionnent, nous donnent des exemples concrets de comment ils vont vraiment aborder l'enjeu de santé en ce moment à Montréal et partout au Québec ainsi qu'au Canada. On veut vraiment vous entendre sur ça. L'autre aspect, c'est renforcer le filet social et fournir l'aide à la population. Nous devons nous axer sur les efforts de secours vers la population, en particulier, sur les personnes marginalisées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la redistribution des ressources. En ce moment, il y a une grande divergence entre les personnes qui ont beaucoup plus de cash, comme on dit, beaucoup plus de finances, et les gens qui sont plus appauvris. Et pour vous donner un exemple concret, en ce moment, une femme racisée à Montréal fait environ 30 000 par année. Et si tu es un homme blanc, c'est 50 jusqu'à 60 000 par année. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité en termes de salaire puis en termes de justice sociale et économique. Et troisième partie, donner la priorité aux travailleurs et travailleuses ainsi qu'à leur communauté. Tout soutien au secteur d'activité économique devrait être conditionnel à ce que l'aide bénéficie aux travailleurs et travailleuses, incluant les personnes immigrantes, étudiantes et leur communauté. Sur ces trois aspects-là, on veut vraiment vous entendre et merci beaucoup. Donc là, pour présenter les élus, excusez-moi, mon Internet, pardon, parfois il est un peu off. Donc, on a Rachel Bendayan du Parti libéral, Alexandre Boultris du NDP, Monique Posé du Bloc québécois et Daniel Green du Parti vert. Donc, on va laisser aux élus 2 minutes pour présenter comment ils vont aborder ces enjeux-là. Et on a fait un tirage et on va commencer par... Est-ce que tu veux m'aider? Parce qu'un élément de mon ordi bloc, c'est qui se lance en premier? Je crois que c'est le Bloc québécois. Donc, Madame Posé, vous avez 2 minutes pour
répondre à comment vous allez concrètement aborder ces sujets-là. Alors, d'abord, merci. Merci de l'organisation de ce forum. Merci de l'invitation. Puis félicitations aussi à tous les gens qui sont là. Je veux dire, je regarde le nombre de personnes présentes, c'est vraiment super. Je vais beaucoup parler de santé. Je pense que c'est le temps d'en parler, effectivement. Écoutez, Santé Canada dit qu'il y a 14 000 personnes qui meurent chaque année au pays, au Canada, à cause de la pollution. Alors, c'est plus que la pandémie, et ça, c'est à chaque année. Puis si on va dans le monde, c'est 9 millions de personnes. Alors, la santé humaine, la santé de l'économie, la santé de l'environnement, c'est quelque chose qui va tout ensemble. Et là-dessus, ce que le Bloc veut faire, c'est en travaillant pour l'environnement, c'est à déposer un projet de loi qui va fixer des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Et donc, pour se rendre par rapport à Paris, qui va avoir un mécanisme de reddition de comptes et qui va avoir une révision obligatoire aux 4 ans. Donc, ça veut dire qu'à tous les 4 ans, la Chambre des communes va se pencher là-dessus. Ça serait obligatoire. Pour la santé, maintenant, écoutez, la santé, c'est la compétence exclusive du Québec. Je veux dire, combien de médecins, d'infirmières et tout ça qui sont payés par Ottawa? Zéro. Il n'engage personne, il ne gère aucun hôpital. Ça relève exclusivement du Québec. Et ce que nous demandons et ce que toute l'Assemblée nationale du Québec demande, c'est de ramener les transferts en santé de telle sorte que le transfert couvrirait 25% des dépenses du Québec en santé. Alors, écoutez, juste une petite anecdote comme ça. Vous savez, dans les années 90, déficit zéro, là, Jean Chrétien, premier ministre du Canada, avec ses homologues d'autres pays, il disait, pouf, dis-moi, il dit, j'ai pas de problème, il dit, à couper. Il dit, je coupe des transferts en santé et c'est les provinces qui sont aux prises avec les manifestations devant leur Assemblée nationale. Alors, nous, ça fait longtemps qu'on réclame une hausse des transferts en santé. On va continuer à le réclamer. Et pour ce qui est des travailleurs, je pense que la pandémie, encore une fois, a bien montré. Ça fait longtemps qu'on dit que l'assurance-emploi ne couvre que 40% des travailleurs qui perdent leur emploi. Bien voilà. Avec la pandémie, plusieurs ont perdu leur emploi, ne pouvaient pas avoir accès à l'assurance-emploi et c'est là qu'est arrivée la prestation canadienne d'urgence. Et vous ne m'en voudrez pas de faire un petit bout sur les travailleurs du pétrole. Alors, les travailleurs du pétrole, leurs familles, ils ont besoin d'une transition qui soit correcte. Ils n'ont pas à supporter sur leurs épaules uniquement la question de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, les travailleurs du pétrole, on doit penser à eux autres, on doit penser à leur famille et de quelle façon on va faire une transition pour ces gens-là. C'est sûr qu'il y en a beaucoup en Alberta, Saskatchewan, mais il y en a également au Québec. Merci, Mme Posé. Et juste rebondir sur ce que vous avez dit au niveau de la santé, c'est quoi la position du Bloc et comment que vous justifiez le fait que ici à Montréal, c'était l'épicentre du COVID-19 et Montréal-Nord était l'épicentre. Il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient aux front lines qui sont morts à cause du COVID. C'est quoi votre position sur le statut des personnes qui ont dû travailler? Est-ce que tu es ouvert à ce qu'ils aient une citoyenneté canadienne et comment que vous expliquez le fait que Montréal-Nord était l'épicentre de COVID-19 et c'est quoi la position du Bloc à cet égard? Je vous répondrai là-dessus que vous m'amenez sur le dossier du Québec. Or, le Bloc québécois, il est à Ottawa. Il n'a pas à juger des actions du Québec. On pourrait en parler, vous et moi, là, en dehors, mais je veux dire, comme représentante du Bloc québécois, je ne vais pas m'immiscer dans la gestion du Québec par rapport à la pandémie. Alors là-dessus, je vous dirais, les enjeux de juridiction, en tant que juriste, il y a des fonds qui peuvent venir du fédéral. Parfois, on se passe la POC avec les enjeux de juridiction, mais je pousserai sur ça parce que le fédéral a beaucoup de ressources et il y a de la juridiction sur tous les Canadiens, je dirais. Donc, je crois que passer la POC avec les enjeux de juridiction, ce n'est pas une bonne réponse. Il faut que le fédéral, même si ce n'est pas directement relié comme le transport, il y a un financement du fédéral. Donc, j'aimerais que vous essayiez de répondre à la question sans... Comment dire, à part passer la POC, sans vous diriger hors terrain avec les enjeux de juridiction parce qu'il y a du fondement, il y a beaucoup de ressources qu'on peut amener du fédéral. Je dirais d'abord que le fédéral a beaucoup de ressources. Oui, vous avez raison. Le fédéral a beaucoup d'argent.
mais ils ne donnent aucun service direct à la population. Et cet argent-là, il vient d'où? Il vient de vous, de moi, de toutes les personnes qui payent leurs impôts. Alors, c'est pour ça qu'il a des ressources. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est, regarde, tes transferts en santé, là, tu nous les donnes. Puis nous autres, on va savoir quoi faire avec. Alors, le Québec, à ce moment-là, pourra juger plus de sommes dans les CHSLD, dans les soins à domicile, mais ce sera une décision du Québec. Mais les transferts doivent se faire sans aucune contrainte et c'est notre argent qui nous revient. Donc, on va passer maintenant à Mme Bendayen et on va savoir c'est quoi votre position sur les 3 phases de relance. Alors, merci beaucoup, Balarama. Permettez-moi aussi de remercier Équiterre d'avoir organisé cette discussion. C'est un sujet qui m'interpelle et qui m'intéresse énormément. Et merci à toi, Balarama, et à Zina. Peut-être je commencerai en abordant le principe de l'importance d'un filet social et le rôle du gouvernement en s'assurant d'un bon filet social. Et vous avez vu sans doute depuis le début de cette crise, nous avons mis l'accent sur les individus, sur les Canadiens. Ce n'est pas pour rien que le premier programme que notre gouvernement a implanté était la prestation canadienne d'urgence. Et on parle ici de 2 000 $ par mois pour plus de 8 millions de Canadiens. Et je suis très, très fière de ce programme. C'est une aide directe aux individus. Et c'est la priorité de notre gouvernement parce que ça permet aux Canadiens de rester en sécurité, de rester en santé, sans devoir se soucier de pouvoir payer leurs factures en allant au travail alors que c'était dangereux pour le faire. Alors, vous avez peut-être aussi remarqué qu'en ce moment, le secteur privé exerce pas mal de pression pour arrêter ou réduire la prestation d'urgence. Et en tant que secrétaire parlementaire pour les PME, je sens cette pression. Mais la réalité est qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup plus de Canadiens à la recherche d'un emploi qu'il y a d'emplois dans le marché du travail. Et comme députée d'Outremont, mais aussi de Côte-des-Neiges, du Myland, je sais qu'il y a énormément de communautés vulnérables, des gens qui m'ont demandé de continuer cette aide. Et c'est pour ça que malgré la pression, nous avons prolongé cette prestation de 2 mois supplémentaires. Je sais que le temps file et que nous n'avons que 2 minutes. Je voulais peut-être juste aussi parler de l'importance de nos travailleurs et de la rémunération de nos travailleurs de façon juste et équitable, parce que c'était également un autre principe d'Équiterre. Et je crois que nous devons de reconnaître le travail extraordinaire de nos travailleurs essentiels, par exemple. La crise a mis en lumière le fait que les travailleurs qui sont là à tous les jours pour s'assurer que la société continue de tourner sont parfois les moins bien rémunérés. Le gouvernement fédéral a mis 3 milliards de $ sur la table pour permettre aux provinces d'offrir un complément salarial à ces travailleurs-là, et c'est important de le reconnaître. Et quand on parle d'une relance juste, je pense que nous avons tous appris énormément de cette crise et que tout ceci doit s'inscrire dans notre vision du futur. Alors, nous devons nous poser des questions sur l'équité salariale, sur comment rebâtir, mieux reconstruire une société plus juste à la fois pour les travailleurs et tous les Canadiens. Alors, oui, Balarama, je vous redonne la parole. Donc, oui, donc 2 questions très spécifiques. En premier lieu, le Parti libéral a certainement travaillé pour réduire la pauvreté, mais certainement pas assez. Quelle est votre position sur le revenu de base universel? Et quand on dit toujours en anglais Universal Basic Income, une extension de CERB, et souvent on dit qu'on ne peut pas le financer. Mais il faut, comme on lance pour la relance juste, avoir une redistribution, excusez-moi, plus équitable. Donc, les fonds, peut-être des taxes plus hauts pour des grandes compagnies et s'assurer qu'on a des fonds pour les gens qui sont plus marginalisés ou plus vulnérables. Donc, une question sur Universal Basic Income et l'autre sur l'immigration. Nous demandons un système d'immigration qui octroie le statut de résident permanent pour tous. Beaucoup de personnes avec des statuts précaires, c'est eux qui étaient au front line durant le COVID. Qu'est-ce qui est votre position sur ça?
Merci. Alors, dans un premier temps, écoute, je pense que nous avons vu le succès de la prestation canadienne d'urgence. Évidemment, c'est un programme qui est temporaire. Moi-même, j'ai soulevé et d'autres députés ont soulevé la question d'un revenu minimal garanti. C'est certainement quelque chose qu'on est en train de discuter, mais nous venons de dépenser au fédéral 150 milliards de dollars en aide directe aux Canadiens. Alors, je pense qu'il faut prendre stock de tout ça. Il faut regarder le bilan financier. Il faut aussi regarder les programmes existants. Il faut regarder l'assurance-emploi. Il faut regarder justement les transferts en santé et d'autres. Nous avons énormément de programmes au niveau fédéral. Si nous commençons à introduire d'autres programmes, il va falloir où est-ce qu'on va couper pour pouvoir payer d'autres programmes. Mais moi, je suis très intéressée par le sujet. J'ai déjà eu quelques discussions avec des parties prenantes ici au Québec, à savoir comment est-ce qu'on pourrait présenter quelque chose qui tient. Et j'ai même parlé à plusieurs ministres de ça il y a quelques semaines en Chambre. Pour ce qui est de la deuxième question, nous sommes en train de regarder avec le ministre de l'Immigration comment aborder la résidence permanente pour plusieurs catégories de personnes. Je pense que le travail est en cours. Je pense que c'est important aussi de travailler main dans la main avec les provinces. Nous venons d'avoir une discussion sur les juridictions. Je pense que c'est tout à fait important de venir à terme sur toutes ces questions avec les premiers ministres des provinces et des territoires. Excellent. Et maintenant, du NDP, M. Boulris, et je vous rappelle encore une fois, tout le monde, le contexte, c'est on est dans une crise sanitaire ou une crise vraiment de santé et le racisme systémique est aussi une crise de santé. Et donc, le NDP, j'aimerais vous entendre sur les trois phases qu'on a mentionnées. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Merci pour la question, Balarama. Évidemment, un jour, on aura fini de parler du concept de racisme systémique et tout le monde l'aura bien compris. Et moi, je pense que je suis très content d'avoir entendu Eddie tantôt dire qu'on voulait aussi parler d'intersectionnalité et puis de solidarité entre les luttes parce que tout ça est lié. Il n'y a pas de justice environnementale sans justice sociale ni justice fiscale. On en est bien conscient au NPD. Je vais essayer d'être spécifique sur les 3 points qui ont été mis de l'avant. En santé, nous, au NPD, on pense que c'est la responsabilité de tous et chacun de prendre soin de nos personnes âgées, de prendre soin de nos aînés. Et c'est sûr que c'est la province qui gère les hôpitaux, mais il existe aussi quelque chose qui existe, la Loi canadienne sur la santé, qui fixe les grands principes. Et une chose que nous, on met de l'avant depuis quelques semaines, qui a vraiment ressurgi pendant cette crise-là, c'est que oui, il faut avoir de meilleurs transferts plus intéressants en santé pour les provinces. Mais on pense que toutes les tentatives de privatisation des soins de santé doivent vraiment être réfrénées. On doit vraiment lutter contre ça. Nous, au NPD, c'est un peu notre ADN, un régime d'assurance maladie publique et universelle. On veut une assurance médicaments publique universelle aussi. Et là, on se rend compte que prendre soin de nos aînés et nos personnes âgées, ça ne devrait pas être une industrie avec laquelle on fait de l'argent et des profits. On l'a vu avec le CHSLD Erin à Dorval, c'est absolument épouvantable. Sur le filet social, évidemment, la crise a montré tous les trous béants, les trous immenses de notre filet social. L'assurance-emploi qui ne fonctionne pas du tout. La PCU, on était content, on l'avait proposé, mais au départ, les travailleurs autonomes n'étaient pas inclus, les étudiants n'étaient pas inclus, les pigistes non plus. On a fini par, au fur et à mesure. Mais si on se parle sérieusement, il faut regarder le concept de revenu minimum garanti. Il faut faire attention, par contre, il y a souvent des partis politiques de droite plus conservateurs qui le proposent aussi parce qu'ils veulent se débarrasser d'un ensemble de programmes sociaux. Donc, ça doit venir s'ajouter et il y a des catégories de personnes comme les personnes en situation de handicap qui ne devraient pas être pénalisées, par exemple, avec un revenu minimum garanti qui serait moins avantageux que ce qu'ils peuvent avoir en ce moment. Okay. Pour ce qui est de la priorité des travailleurs, juste pour vous dire, nous, on a mis de l'avant qu'aucun secteur industriel ou les industries devraient être aidés par les gouvernements si ces compagnies-là ont de l'argent dans les paradis fiscaux. Malheureusement, on n'a pas été entendu, mais ça fait partie de la justice sociale et fiscale, ça aussi. Excellent. Et juste revenir sur le revenu minimum garanti, vous dites que vous n'allez pas couper des programmes chez les NDP. Ici, au Roland Juste, on parle de redistribution. Comment allez-vous vraiment faire en sorte qu'il y a une redistribution juste et on peut avoir les fonds pour vraiment payer pour un revenu minimum garanti?
C'est une question qui est très intéressante, mais on perd des dizaines de milliards de dollars par année dans les paradis fiscaux. Pour nous, c'est une priorité. Mon collègue de Hamilton, Matthew Green, a envoyé un communiqué de presse il y a quelques jours demandant qu'on taxe davantage les ultra-riches, les plus riches de notre société. On veut mettre un impôt sur la fortune également. On veut monter les impôts des grandes compagnies, notamment les banques. Et en ce moment, là, la prolongation de la PCU coûte à peu près 64 milliards de dollars. Mais il faut savoir que le fédéral a assoupli des règles pour les prêts bancaires pour les grandes banques canadiennes jusqu'à un maximum de 750 milliards de dollars. Donc, ils sont capables d'avoir beaucoup d'argent pour les très grandes compagnies qui font beaucoup de profits. Nous, on pense qu'il y a moyen d'avoir un meilleur équilibre et d'assurer que tout le monde ait ce qu'il faut pour payer son loyer et son épicerie. C'est ça l'objectif. Excellent. Et dernièrement, le Bloc, Mme Posé, a un peu contourné la responsabilité du gouvernement fédéral au niveau de la santé. Tu as mentionné la loi canadienne sur la santé. Comment expliquez-vous l'intersection ou la relation entre le racisme et la santé? On sait qu'ici à Montréal, il y a 11 ans de différence en termes d'espérance de vie. Qu'est-ce que les NDP comptent faire et est-ce que vous allez prendre la responsabilité pour les vies ici aux municipalités des 19 arrondissements à Montréal? Qu'est-ce que vous allez faire à NDP au niveau fédéral pour s'assurer qu'on ne perd pas des vies mercilessly? Excusez moi Pas de problème. Je pense qu'il faut être clair sur le fait qu'on veut des soins de qualité. On veut que les gens soient traités dans la dignité. Et ça, ces principes-là peuvent être justement dans la loi canadienne sur la santé. Ensuite de ça, on s'assure que les provinces ont les outils, ont les ressources nécessaires pour être capables de livrer la marchandise, être capables de bien traiter les usagers, mais également les travailleurs et les travailleuses. Et sur l'intersectionnalité entre la pauvreté et la santé, je pense que ça commence à être de plus en plus documenté. Vous parlez de l'espérance de vie, c'est clair, depuis des années, mais aussi les gens qui étaient plus pauvres ont plus de problèmes de santé, que ce soit de l'asthme, du diabète, des problèmes respiratoires. Et une fois que tu attrapes un virus comme le COVID-19, tu es plus à risque, tu risques d'être plus hospitalisé ou de mourir de cette maladie-là. Donc, les deux sont liés. Il y avait aussi beaucoup de gens, par exemple de Montréal-Nord, qui travaillaient dans les CHSLD, des gens, personnes racisées, des gens de minorités culturelles. Donc, ils ont été exposés davantage aux risques et au virus également. Et oui, il faut donner un statut à tous les demandeurs d'asile qui ont travaillé comme travailleurs essentiels. Excellent, merci, c'était très clair. Maintenant, juste un petit recap. Numéro 1, donner la priorité à la santé. Numéro 2, les filets sociales. Numéro 3, priorité aux travailleurs et travailleuses. C'est maintenant à vous, M. Green du Parti vert. Merci. Merci pour l'invitation. J'aimerais simplement préciser que de toute l'équipe de politiciens, je suis le seul personne qui n'a pas encore été élu, mais attendez, ça va être pour bientôt. Alors donc, priorité santé, il est clair que pour le Parti vert, la crise sanitaire et la crise climatique sont liées. Actuellement, au moment où on se parle, on a des résidences pour personnes âgées où il n'y a pas de climatisation. On est en canicule et on est en maladie, en pandémie. Alors, les deux sont liés, les deux vont causer une plus grande morbidité. Donc, il est clair qu'en même temps, une tempête parfaite, crise sanitaire, crise climatique, on entend qu'il y a des feux de forêt au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui va aggraver le smog urbain. Et donc, on est exposé à un virus pulmonaire et on augmente la pollution à cause des feux causés par les changements climatiques dans la canicule qu'on vit actuellement. Alors, c'est lié, il faut le reconnaître, crise sanitaire, crise santé sont ensemble. La protection sociale, le fédéral n'est pas muet dans le débat. Comme Alexandre l'a dit, il y a une loi nationale sur la santé et le Parti vert propose d'assujettir comme sont assujettis les services de santé au Canada au niveau de l'universalité d'accès aux soins, les résidences de personnes âgées devraient être assujetties à la loi nationale pour établir des standards minimums pour protéger ces personnes vulnérables. Les décisions du déconfinement aussi sont importantes à utiliser sur une base scientifique. On sait que certaines provinces déconfinent plus rapidement que d'autres, mais à cause du mouvement des Canadiens entre les provinces, il faut avoir une structure au niveau de la santé publique nationale pour éviter qu'une province en contamine une autre.
Excellent. Et Oui. dernier point, excusez-moi, je dois vous couper parce que là, le temps coule et je vous ai Oui. laissé beaucoup plus que 2 minutes. C'est quoi votre position sur le système d'immigration? Nous, on propose un système d'immigration qui octroie le statut de résident permanent pour tous. C'est quoi votre position sur ça? Alors, premièrement, relions ça à la crise qu'on a vécue. On sait que beaucoup de préposés aux bénéficiaires étaient des réfugiés, des personnes essentiellement sans statut. Alors, la première chose qu'on doit faire en tant que pays et en tant que province, c'est de reconnaître que ces gens-là, qui ont sacrifié leur vie pour sauver d'autres vies, méritent d'être des citoyens à part entière. Et j'espère que le fédéral et la province vont s'entendre à donner un statut de résident à ces gens qui ont sacrifié leur vie et dans certains cas même leur santé pour nous aider. Alors, c'est bien important d'avoir une équité. Il va falloir aussi revoir cette entente bancale entre le Canada et les États-Unis sur le pays tiers. Actuellement, on l'a vécu au Canada. Il faut peut-être annuler cette entente-là pour traiter les réfugiés qui rentrent au pays de façon plus digne et plus respectueuse. Excellent, mais ça, c'est tout pour moi. Merci et on passe à l'autre étape. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Balarama, et merci à tous et à toutes pour vos partages. On a maintenant presque 360 participants sur le webinaire et ça n'inclut même pas les gens qui nous écoutent sur Facebook Live. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous écoutent et qui ont des questions. Avant de continuer sur les prochains principes, on lance un deuxième petit sondage à toutes les personnes en ligne. On aimerait savoir comment la pandémie de la COVID a-t-elle affecté votre vie personnelle? Le sondage devrait bientôt apparaître sur votre écran. Et nous allons vous donner quelques autres instants pour répondre. Parfait. Alors, moi, je vois les résultats. Patrick, est-ce que les résultats sont visibles pour tout le monde? Est-ce que tout le monde voit les résultats? Je vois des signes de tête de oui, donc je crois que oui. Oui, OK, parfait. Alors, c'est clair que on a tous et toutes été affectés d'une part ou une autre par le COVID. 60% des gens ont dit autre, mais il y a aussi des gens qui disent que j'ai perdu mon emploi, mes heures de travail ont été réduites ou j'ai perdu d'autres revenus. Et 17% de gens disent qu'on connaît une personne que j'aime qui a été infectée. Maintenant, nous allons continuer sur les 3 autres principes et nous allons demander pour des réponses, encore une fois, des représentantes des partis, mais cette fois à l'inverse. Alors, nous allons commencer avec le principe numéro 4, renforcer la résilience pour prévenir de futures crises. Afin d'éviter de futures crises, il faut investir dans des systèmes sociaux et économiques équitables et durables qui permettent à toutes les personnes de combler leurs besoins fondamentaux et qui sont axés sur le bien-être des humains et la protection de la planète. Alors, pour moi, ça veut dire qu'on a besoin d'investir dans des systèmes et des infrastructures durables. Et c'est clair que COVID a démontré que les inégalités sociales et économiques dans notre société
qui a existé toujours et maintenant sont amplifiées à cause de cette crise de santé. Et comme Balarama a mentionné, c'est aussi une crise de racisme. Alors, j'aimerais beaucoup savoir vos pensées concernant le besoin d'avoir une économie diversifiée, la création des emplois plus durables et comment développer des conditions de vie décentes qu'on ne voit pas tout à fait maintenant dans notre système actuel. Deuxièmement, on a le principe numéro 5, renforcer la solidarité et l'équité entre les communautés et les générations au-delà des frontières. Dans un contexte de mondialisation et d'interdépendance, chaque geste compte et génère un effet ricochet. Je pense que ça veut dire que nous faisons tous partie d'un écosystème qui inclut les peuples du monde ainsi que notre planète et c'est vraiment essentiel de prendre action contre les systèmes oppressifs, qui impactent tout le monde. Et une chose que moi je trouve, c'est que l'oppression se présente de différentes manières et c'est pas toujours évident, en particulier pour les gens qui font partie des populations qui sont plus soutenues par les corporations et le gouvernement. Les systèmes oppressifs qui marchent bien pour une micro-portion de la population, pour les autres, c'est vraiment l'opposé d'égalité. Et dernièrement, le principe numéro 6, et ça c'est celui qui touche mon cœur très personnel, c'est le respecter les droits des peuples autochtones et travailler en partenariat avec eux. Les plans de relance doivent respecter les droits autochtones, inclure la participation pleine et entière des peuples autochtones, conformément à la norme du consentement libre, préalable et éclairé. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec ma famille et des membres des communautés autochtones autour du Canada et j'ai entendu des aînés qui m'ont dit qu'ils ont presque prédit un événement global comme le COVID et parce qu'on a tant de problèmes concernant l'inégalité, le racisme et pas de respect pour notre environnement. Et maintenant, on voit que peut-être ceci est une opportunité de faire des grands changements systémiques. Et ce n'est pas une question de retourner au normal, parce que le normal avant le COVID, ça ne marchait pas, en particulier pour les gens autochtones, pour les gens en anglais, on en dit les gens des communautés BIPOC, Black, Indigenous, People of Color. Les peuples autochtones ont des plans, des solutions et leurs propres réponses pour stimuler leurs économies et maintenir leur culture. Ils n'ont pas besoin d'être sauvés, mais ont besoin de soutien pour financer les infrastructures ainsi que dans les services sociaux et de santé. Alors, nous allons maintenant discuter ces trois principes. Et nous allons demander, nous allons avoir les réponses à l'inverse que la dernière fois. Alors, on va maintenant commencer avec M. Green du Parti vert. Merci. Donc, la résilience pour éviter des crises, comme on dit, les crises se préparent. Et on n'était pas prêt pour affronter la crise qu'on a vécue. Alors, il va falloir investir dans la préparation de la prochaine crise, de la prochaine pandémie, investir aussi dans les changements climatiques qui arrivent pour éviter d'être pris au dépourvu. Une chose qu'on pourrait faire très concrètement, il faut
que le Québec et le Canada s'entendent sur une entente cadre sur le logement. Actuellement, on a une crise de logement, entre autres, on a vu avec les personnes aînées, on va avoir une crise de logement le 1er juillet à Montréal. On risque d'avoir des gens qui ne vont pas être capables de se trouver un logement. Alors, il faut que le fédéral et la province se mettent ensemble pour signer cette entente-là. Il va falloir augmenter une résilience au niveau de la production des équipements de protection médicale. Il va falloir parler sérieusement du revenu minimum garanti ou du revenu vital garanti, qui est la proposition du Parti vert. Il va falloir, au niveau de la solidarité et l'équité, il faut reconnaître qu'au pays, qu'au Québec, que homme blanc que je suis, il y a un racisme systémique. Je dois me guérir de ça. J'admets que des fois, j'ai des comportements racistes envers de personnes et de races que j'ignore, que je ne comprends pas. Alors, on a du travail collectif à faire. Il faut arrêter de l'ignorer et il faut agir. Et concernant les droits autochtones, la chose très rapide que le gouvernement fédéral pourra faire, c'est de s'ajouter à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, appliquer l'enquête nationale des femmes autochtones assassinées disparues, appliquer les recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation, donner la place au gouvernement autochtone dans une structure qu'on propose qui s'appelle le Conseil des gouvernements canadiens, commencer des discussions pour abolir la loi des Indiens, qui est une loi coloniale. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Green. Nous allons demander à Madame Rachel Bendayan de répondre. Je sais qu'elle doit nous quitter. Madame Bendayan, c'est à vous. Désolée, j'enlève la sourdine. Alors, merci beaucoup. Écoutez, en tant qu'avocate, dans mon ancienne vie, j'étais avocate en litige. Alors, je sais pertinemment bien qu'il y a des réformes que il faut absolument les faire, et ce, au plus vite. Lors des dernières semaines, nous avons été forcés, en tant que pays, de confronter l'enjeu de la discrimination systémique. Et la semaine dernière, le caucus parlementaire des Noirs a publié une série de recommandations pour adresser ce problème de front. Et j'étais très fière d'avoir pu participer à ces discussions-là et de signer la lettre. Je sais que d'autres l'ont fait également, notamment M. Boulris. Et il nous faut maintenant prendre des actions concrètes. Je pense notamment à une réforme des peines minimales obligatoires ou encore une meilleure collecte de données et d'informations. Nous savons, par exemple, qu'ici à Montréal, les communautés autochtones et les communautés noires sont 4 à 5 fois plus susceptibles d'être interpellées par la police. Et cela ne peut plus durer. Pour passer à un autre thème, parce que je sais qu'il faut en parler. On ne peut pas avoir une société plus équitable si nous ne confrontons pas à la menace climatique, qui d'ailleurs est une crise qui est toujours à notre porte. On ne peut pas parler de justice si on ne s'assure pas que nos enfants, nos petits-enfants aient encore une planète vivable. Et c'est une des raisons pour laquelle moi aussi j'ai lancé une consultation citoyenne, une consultation publique pour solliciter des idées des résidents de mon comté sur le sujet de comment mieux redémarrer, de comment relancer de façon plus juste, mais aussi plus verte. Et c'est très important d'entendre directement de mes commettants, mais c'est également important pour le pays tout en entier de voir en cette crise une opportunité pour mieux redémarrer. Et il faut prendre la balle au bond, il faut saisir cette opportunité telle qu'elle est, de vraiment revoir et redéfinir le futur et notre avenir. Alors, merci beaucoup. Je resterai autant que je peux. J'ai un autre engagement à 17 heures, mais je vais tenter certainement de rester un peu plus longtemps et de répondre à vos questions par la suite par courriel.
Merci beaucoup, Madame Bendayan du Parti libéral. C'est très intéressant pour moi de regarder les commentaires, beaucoup de commentaires et de questions et de réponses dans notre chat de webinaire. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent que oui, le racisme, en particulier à Montréal, ça existe et c'est vrai. Tout à fait. Je suis le chat depuis le début et je crois que c'est extrêmement pertinent de voir tous les commentaires et j'apprécie énormément de voir tout le monde qui participe à la discussion et tous les commentaires. Je suis d'accord avec vous, Madame Bendayan. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant entendre de Monsieur Bouleris du NPD, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Merci tout le monde. Moi aussi, je regarde les commentaires sur le chat quand ça passe. Et puis, on n'en avait pas parlé, mais merci à Christine de rappeler la nécessité d'abolir les subventions aux compagnies pétrolières. C'est vraiment quelque chose qui n'avait pas été soulevé. Sur les 3 points, je vais essayer d'être rapide aussi parce que moi aussi, j'ai un caucus du NPD à 5 heures officiellement. Sur la résilience, on en a beaucoup parlé, mais évidemment, le transport en commun, le logement social. On ne peut pas être résilient comme société si les gens n'ont pas un toit au-dessus de la tête, si on a un gros problème d'itinérance dans nos rues ou de toxicomanie. Mais je veux parler également pas l'indépendance, mais l'autonomie agricole, le fait d'être capable d'avoir des productions locales, des achats locaux pour avoir des circuits courts où on encourage nos agriculteurs, nos agricultrices, puis on est moins dépendant à ce qui vient de l'extérieur. Également, dans notre capacité de produire de l'équipement médical individuel, on a vu à quel point on a été dépendant de certains produits, que ce soit des gants, des masques, des vestes, et même qu'on s'est fait voler de l'équipement. Parfois, le Canada qui était sur le tarmac et puis quelqu'un arrivait puis il proposait plus d'argent. Si on avait été capable de le produire nous-mêmes, on aurait été mieux préparés. Ceci étant dit, tout ça ressemble un peu à du nationalisme économique. Il y a ses vertus, il y a des bonnes choses. Mais dans le deuxième point sur la solidarité entre communautés et la solidarité internationale, moi, je n'oppose pas nationalisme économique, c'est-à-dire l'achat local, la production locale, être capable d'avoir nous-mêmes nos produits pour ne pas être dépendants. Je n'oppose pas ça au nécessaire multilatéralisme, c'est-à-dire la solidarité entre les nations et entre les peuples. Et il ne faut pas s'isoler, avoir une espèce de tentative de repli sur soi. Au contraire, les solutions sont souvent et presque toujours internationales et globales. Il faut être capable d'y participer et d'avoir notre mot à dire là-dessus. Et l'équité se fait aussi beaucoup à travers les services publics. Donc, une chance qu'on a la possibilité d'avoir une société un peu social-démocrate avec un État-providence. Je pense que les gens vont revoir les avantages de ça. Donc, la défense des services publics face à la privatisation est vraiment nécessaire. Sur le partenariat avec les peuples autochtones, évidemment, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Nous, comme caucus du NPD, on a des représentants des Inuits, des Premières Nations ou des conjointes de chefs autochtones dans notre caucus. Ça fait partie de nos discussions sur une base régulière. Je ne peux pas m'empêcher de rappeler le projet de loi de Roméo Saganash qui faisait en sorte que toutes les lois fédérales allaient être soumises de manière automatique à la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones. Malheureusement, qui a échoué à passer au Sénat, mais je pense qu'il y a une bonne partie de la réponse qui vient de là, mais aussi des choses que le gouvernement fédéral ne fait pas actuellement, qu'il devrait faire, mettre en application les recommandations de l'enquête sur les femmes autochtones assassinées ou disparues, mais également arrêter de poursuivre les enfants autochtones en cours contre le jugement du tribunal des droits de la personne qui considérait que ces enfants-là souffraient d'un traitement cruel et inéquitable. Malheureusement, les avocats du gouvernement fédéral sont encore en cours pour contester ce jugement-là du tribunal. C'est incompréhensible. Merci beaucoup pour vos pensées, M. Bouleris. Nous allons maintenant demander à Mme Posé du Bloc pour partager ses pensées avec nous. Voilà. Alors, oui, merci. Donc, le premier thème qui était de renforcer la résilience pour prévenir de futures crises, je veux dire, il y a eu beaucoup de chercheurs, de scientifiques qui faisaient les liens entre la perte de la biodiversité et
la pandémie en disant qu'en continuant dans ce sens-là, bien, on va en avoir des pandémies ou on va avoir d'autres problèmes à tous les 7 ou à tous les 8 ans. Alors, l'hypermobilité, la surpopulation dans les villes, la cohabitation entre les humains et les espèces sauvages, la destruction de la biodiversité, tout ça. Donc, ça n'aide pas du tout à renforcer la résilience. Alors, ce qu'il faut, je pense que ça est dit dans votre petit laïus, c'est que vous avez touché le mot, c'est une économie qui soit diversifiée. Et ça, c'est excessivement important. Le prix du pétrole avait commencé à chuter avant la pandémie, puis ça avait démontré la vulnérabilité de l'économie canadienne. Mais pour construire une économie qui soit résiliente, il faut qu'elle soit absolument diversifiée. Donc, il faut sortir du pétrole. Et sortir du pétrole, c'est cesser les subventions aux énergies fossiles. C'est des milliards à chaque année. Pensons seulement à Trans Mountain. Trans Mountain, actuellement, c'est 2 milliards. Ça va probablement monter à 12 milliards. Alors, prenons le 2 milliards qui est déjà là, puis OK, on met ça dans la boîte, c'est perdu. Mais il nous reste quand même un 10 milliards qui n'est pas investi puis qu'on ne veut pas que ce soit investi. Prenons cet argent-là, puis allons vers les travailleurs du pétrole, les travailleurs... oui, Saskatchewan, Alberta, mais il y en a ailleurs dans le pays. Il y en a au Québec, des travailleurs du pétrole. Donc, Trans Mountain ne sera jamais rentable. Ça ne rapportera rien du tout à l'État. Alors, assumons la perte du 2 milliards, mais redirigeons les sommes qui sont prévues vers autre chose, vers une relance qui soit énergie renouvelable, par exemple, réhabilitation des milieux naturels, travaillons sur la biodiversité, la pollution atmosphérique. Je vous disais d'entrée de jeu que c'est 14 000 personnes qui meurent à chaque année au Canada de la pollution atmosphérique. Les déchets radioactifs, parce que là, il y a eu tout ça la semaine passée, la Commission canadienne de la sûreté nucléaire qui veut abaisser ses normes, recherche et développement, les énergies renouvelables, les travaux d'isolation dans l'industrie, dans la construction, dans nos maisons. Alors, c'est pas qu'il n'y en a pas des idées, là. Il y en a plein d'idées. Alors, pour ce qui est de renforcer la solidarité et l'équité entre les communautés, écoutez, je vais aller sur le plan peut-être international. J'ai une petite fibre de ce côté-là. Ma fille reste, mon aînée, reste à Bamako, au Mali. Alors, quand on parlait pendant la COVID ou actuellement, se laver les mains, se laver plus souvent, c'est parce que l'accès à l'eau n'est pas facile. Dans Bamako même, oui, c'est la capitale, mais à l'extérieur, au Mali, c'est pas facile. Alors, je vais revenir sur les cibles de l'ONU pour l'investissement international. Ils prônent 0,7 l'ONU du produit national brut. En 2014-2015, le Canada, c'était 0,32. On est loin du 0,7. Et sous Trudeau, bien, le gouvernement Trudeau, ça a baissé. On est à 0,26 du PIB. Bien, moi, j'ai même une suggestion à faire au Canada en augmentant les sommes prévues pour l'aide internationale, de l'envoyer vers la gestion de l'eau. Et je pourrais vous donner un autre exemple qui va toucher également les femmes. Il vous reste 1 minute, Madame Posé. Oh, non, je n'aurai pas le temps de parler des Autochtones. Bon, alors, je vais laisser faire mon exemple, puis je vais vous parler pour les communautés autochtones. Je vais dire, il y a eu 2 commissions dernièrement. La commission vient à l'automne 2019 et il y avait l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées. Là-dedans, il y avait déjà des éléments qui étaient super importants, qui pourraient être mis concrètement de l'avant. Je vais vous parler bien sûr rapidement qu'au Québec, la paix des braves, établie en 2002 entre le gouvernement du Québec, Bernard Landry et la Nation Crie avec Ted Moses, qui faisait la preuve qu'il était possible d'assurer la gestion commune d'un territoire dans le respect et dans le partenariat. Et cette entente-là, elle a été saluée par Roméo Saganache et elle a été saluée par Ghislain Picard. Et tantôt, mon collègue du NPD disait Roméo, justement, Saganache avait déposé un projet de loi sur la commission, sur le respect de la Déclaration des Nations unies et le Bloc l'avait fortement appuyé dans sa démarche. Merci beaucoup, Madame Posé, et merci à toutes et à tous pour vos réponses aujourd'hui. Avant de donner la parole... Je m'excuse, il y a beaucoup d'oiseaux dehors. Avant de donner la parole à nos invités une dernière fois, on a une petite question pour vous. C'est bien beau d'échanger sur la relance qu'on veut, encore faut-il la financer.
On vous demande donc, selon vous, quel est l'élément le plus important que le gouvernement devrait prendre en compte pour financer la reprise de l'économie mondiale? On vous invite à répondre dans la boîte de conversation avec 1 ou 2 mots. Et nous allons vous donner à peu près 1 ou 2 minutes pour mettre vos réponses dans la boîte de conversation ou le chat. Oui, je vais répéter la question. On vous demande, selon vous, quel est l'élément le plus important que le gouvernement devrait prendre en compte pour financer la reprise de l'économie mondiale? Fin aux échappatoires fiscaux, climate change, taxer, mettre les banques à contribution, taxer les transactions boursières. On a beaucoup de réponses. Je vous invite à continuer à répondre. Et bien sûr, toutes ces choses sont importantes, le changement climatique aussi. Et bien sûr, nous entendons du gouvernement qu'il réalise et des partis à l'opposition qui mettent la pression pour que toutes ces choses-là se concrétisent. On a aussi taxé, oui, justice fiscale, c'est très important. Transition juste, absolument. Donc, tous les partis politiques qui sont ici aujourd'hui, si vous regardez dans le chat, est-ce que vous avez des mots de conclusion ou des idées et des choses qui ressortent des mots que vous voyez? On peut juste aller comme ça. Par exemple, Madame Posé, des mots de conclusion et peut-être une réflexion des mots qui sont dans le chat des 288 personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que tu as des mots de conclusion et peut-être quelques mots sur qu'est-ce qui apparaît dans le chat? Bonjour. Bon, alors, écoutez, il y a des choses que j'ai lues là tantôt où on parlait récemment que le Canada a accepté d'enlever quelques réglementations environnementales par rapport aux pétrolières. Alors, je vais faire un petit rappel qu'à la fin mars, il y a l'Association canadienne des produits pétroliers qui a déposé un document au ministre des Ressources naturelles et au ministre de l'Environnement, donc M. O'Regan et M. Wilkinson. Et l'Association canadienne demandait d'enlever le plus de réglementation possible, dont la taxe sur le carbone, de ne pas l'augmenter et tout ça, parce que, bon, pauvres autres, là, ils font moins d'argent. Alors, et là, ce que je vois, moi, avec ce qui se passe, les forages pétroliers extra-côtiers, une autre décision qui date d'à peu près 2 semaines, celle-là qui date en fin de semaine, permettez-moi d'être un peu négative. Pas négative, mais pessimiste. J'ai lu, il y a de ça fort longtemps, là, ça fait au-delà de 10 ans certains, j'ai lu un livre de Naomi Klein qui s'appelait « La stratégie du choc ». Et malheureusement, je vois qu'il y a beaucoup d'entreprises, justement, pétrolières, gazières, qui profitent de la pandémie pour mettre de l'avant leurs objectifs. C'était ça, la stratégie du choc de Naomi Klein. Des compagnies ou des gens qui ont des visions et qui veulent absolument mettre leur vision de l'entreprise, de l'environnement, de politique de l'avant en profitant qu'on a les yeux tournés ailleurs. Alors, moi, je me dis, soyons alertes. Écoutez, on va avoir besoin de tout le monde. On va avoir besoin d'énormément de solidarité, peu importe d'où on vient. Puis, je veux dire, Québécois, de souche, pas de souche, peu importe. Ensemble, faisons pression pour que cette relance, elle ne soit pas une relance brune, mais qu'elle soit une relance verte. Excellent. Et votre réponse semble très proche à Isabelle Terrien. Elle a dit un mot qui est très important, dont on n'a pas nécessairement parlé beaucoup, la démocratie. Donc, je demanderais à M. Green, en ce moment, on parle d'une relance juste, on parle d'une économie équitable,
on parle d'un environnement qui est sain. Si on n'est pas représenté au Parlement en termes de diversité, en termes de diversité aussi d'idées, ça va être très difficile d'implanter ces politiques-là. Donc, M. Green, juste faire commentaire, s'il vous plaît, sur la démocratie et comment pensez-vous qu'on peut vraiment implanter tous ces politiques si la majorité des citoyens ne se sentent pas qu'ils sont représentés, que ce soit au fédéral, au provincial et au municipal? Donc, dans un contexte de démocratie, Mr. Green, comment pensez-vous qu'on peut vraiment avoir une lancée juste? Alors donc, il est clair qu'il faut réformer la façon qu'on choisit nos élus. Et le Parti vert a toujours été un grand fervent au niveau du vote proportionnel pour que tout vote compte. Alors donc, si on pourrait prendre le pourcentage du vote populaire que les Verts ont eu au mois d'octobre dernier, on aurait beaucoup plus de députés que 3 députés actuellement en Chambre. Absolument. Alors, avec une réforme du mode de scrutin, on va augmenter la diversité en Chambre et donc on va diversifier la démocratie et des voix qui maintenant ne se font pas entendre dans le Parlement risquent d'être entendues un peu plus et donc le déficit démocratique va devenir une plus-value démocratique et c'est ça ce qu'il faut. Il faut réformer notre mode de scrutin. Le Québec, j'espère, va le faire bientôt. Lors du prochain scrutin, il va y avoir un référendum. J'espère que les Québécois vont voter pour modifier notre vieux système britannique parlementaire qui maintenant nous guide encore. Alors donc, on ne va pas avoir une relance juste si on n'a pas une démocratie juste. Et c'est ça ce qu'il faut pour avancer au Canada. Très bien dit, merci beaucoup. Est-ce que Mme Bandayan est encore là? Ou le NPD, excusez-moi, M. Boulris, est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Excellent, excellent. Donc, faire commentaire sur des mots qui ont sorti dans le chat et aussi, comme Isabelle Terrien a mentionné, la démocratie. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas qu'ils sont vraiment bien représentés et on parle de ces enjeux-là, comme on dit à la relance juste, tous ces enjeux-là ont existé bien avant le COVID. Le COVID a fait qu'amplifier ces enjeux-là et sans une démocratie juste, une relance juste ne va pas se mettre en place. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, je suis tout à fait d'accord et puis ça fait partie de l'équation, mais faites attention parce que si vous lancez Daniel Green et moi pour parler de mode de scrutin proportionnel, on va être encore là dans une semaine et demie parce que ça nous passionne. Ouais. J'ai siégé sur le comité parlementaire spécial à Ottawa sur la réforme du mode de scrutin, malheureusement, qui a échoué. Et je pense que c'est essentiel. Et les partis politiques, nous, on avait même présenté des projets de loi pour que les partis politiques qui ne présentent pas vraiment une équipe diversifiée, puis une parité, une représentativité, soient punis dans leurs remboursements électoraux pour que ça soit vraiment un incitatif. Nous, au NPD, on le fait au Québec. On avait 50 hommes, 50 femmes la dernière fois et on avait l'équipe la plus diversifiée en termes d'origine et également de candidats et candidates autochtones. Et on en est très fiers, mais ça demande énormément d'efforts. Le mode du scrutin aiderait beaucoup là-dessus. Sur ce qui est sorti sur le chat pour se donner les moyens de faire une relance juste et verte, je pense que Monique en a parlé brièvement. Là, l'autorisation du gouvernement Trudeau de l'exploration pétrolière au large de Terre-Neuve, ce n'est pas juste qu'ils l'ont autorisé, c'est que dorénavant, ces projets-là ne vont pas être soumis à l'Agence d'évaluation environnementale, mais à l'Office national des hydrocarbures de Terre-Neuve, qui est en fait la gang de promoteurs qui veulent que ça marche, ces nouvelles explorations. Donc, dans beaucoup de détails, il faut faire très attention. Je tenais à le souligner. Sinon, comme ressource, vraiment une taxation progressive, très agressive, très radicale. On regarde ce que le prix Nobel de l'économie, M. Stiglitz, Thomas Piketty, qu'est-ce qu'il présente également. Je pense qu'il y a un effort international à faire là-dessus, mais sans avoir des vraies mesures progressives en termes de fiscalité, ça va être extrêmement difficile. Excellent, mais merci beaucoup. Donc, on espère que toutes ces politiques-là vont être implantées et surtout qu'on soit capable de respecter les droits des peuples autochtones et en consultant et impliquant activement les communautés les plus touchées. Donc, merci. Et là, on passe à la prochaine étape, l'action Twitter.
Oui, effectivement, c'est en unissant les voix des communautés dans toute leur diversité qu'on pourra trouver les solutions innovantes dont on a besoin pour que le Canada et le Québec se relèvent de cette pandémie et qu'on construise un avenir plus juste. Avant de se quitter, on vous propose de passer à l'action sur Twitter et de demander au gouvernement que les actions des prochains mois soient informées par des consultations publiques. D'importantes décisions seront prises lors des prochaines semaines et nous voulons faire partie de la solution. Excellent, mais écoutez, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Et puis, il y a une chose qui est très, très claire, cette discussion dépasse beaucoup plus cette présentation. On espère que vous allez vous engager avec les différents organismes et c'est à notre tour de se mettre en action. Je veux remercier les élus d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui et je sens qu'il y a des discussions importantes autour du souper ce soir que vous allez avoir et merci beaucoup pour l'écoute et pour l'attention. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Tout le monde.